Âgé de 50 ans, notre invité est à la tête de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Il y a 3 mois, l'homme démissionnait de son poste de 5e vice-président chargé des questions de démocratie et des droits de l'homme de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Depuis, Boga Sako-Gervais dénonce la trajectoire de son mentor qui a décidé de créer un nouveau parti politique et laisser l'instrument historique de lutte politique, le FPI, aux mains de Pascal Affi-N'Guessan. Depuis quelques jours, le militant des droits de l'homme a été réintégré dans ses fonctions d'enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Le perçoit-il comme un autre signe de décrispation de la part de l'exécutif ivoirien? Quelle place compte-t-il prendre dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Quelle est son analyse de l'actualité sociopolitique? Quel est le fondement de sa séparation avec l'ex-chef de l'État ivoirien? Autant de questions que nous soumettrons à Dr Boga Sako-Gervais. Boga Sako-Gervais, bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. L'émission Sans réserve de ce 18 novembre 2021 reçoit Dr Boga Sako-Gervais, un militant engagé des droits de l'homme depuis 1994. Ex-membre de la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, il a fait ses armes à Bouaké en tant que président de la section LIDO de cette localité du centre ivoirien de 1996 à 2005. Il a dirigé l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, de 2005 à 2007. De 2007 à 2012, il a siégé en qualité de commissaire au sein de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, actuel Conseil national des droits humains. Avant cette date, il a assuré les fonctions de secrétaire exécutif de cet organe étatique. Depuis avril 2009, Dr Boga Sako-Gervais est le fondateur et président de 2 ONG des droits de l'homme, la FIDOP, Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, et le GRADDH Afrique, groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique. Écrivain, il est l'auteur de 6 livres disponibles qui portent sur les questions des droits de l'homme, de la démocratie et du développement de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Membre du mouvement politique Ensemble pour la démocratie EDS, il est également connu pour son opposition farouche au régime du président Alassane Ouattara. Durant sa période d'exil entre l'Europe et l'Amérique, il se présentait sur plusieurs plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux pour dénoncer la gouvernance de l'actuel président qu'il considérait comme un dictateur. De retour au pays depuis le 9 juillet dernier, il dit être présent pour contribuer à la réconciliation nationale et à la paix en Côte d'Ivoire. Cette thèse et nouvelle posture est dénoncée par plusieurs de ses camarades de lutte qui estiment qu'il a retourné sa veste. L'invité nous expliquera sûrement, sans réserve, ses différentes positions, sa vision pour son pays. Boga Sako-Gervais, première question. Comment vous vous identifiez? Comment vous vous positionnez? Homme politique ou membre de la société civile? D'abord, je voudrais vous remercier cette grande télévision qui me reçoit aujourd'hui. Et cela me fait penser exactement au 6 décembre 2010, où j'étais accueilli sur un grand plateau avec votre consoeur Awa Eoura au cours de l'une des toutes premières émissions de Raison d'État. Et donc, je voudrais avoir ce soir une pensée pour elle. Elle est très souffrante. Et en tant qu'un ami, finalement, comme vous me recevez aujourd'hui, je voudrais lui souhaiter un prompt rétablissement et demander à tous ceux qui voudraient bien l'aider de trouver les moyens pour qu'elle soit évacuée en Europe. Nous nous joignons à vous pour lui souhaiter meilleure santé. Très bien. Dr Boga est un militant des droits de l'homme. Je n'ai jamais fait de politique dans ce pays, jamais. Depuis étudiant, j'ai été délégué général des étudiants à Bouaké, puisque nous sommes de la première promotion. J'ai étudié là jusqu'à être enseignant là, à l'université de Bouaké. Et au moment où la FECI était suspendue par le feu le président Houphouët-Boigny, j'ai estimé qu'il nous fallait trouver un créneau pour nous exprimer. Et j'ai eu besoin de militer pour les droits de l'homme. À la vérité, je ne suis pas juriste. Je suis enseignant de littérature occidentale, française précisément. Mais parfois, en tant que chrétien, et puis par humanisme aussi, je n'aime pas l'injustice.
Et ça m'a amené, depuis étudiant, à chercher à militer dans une organisation. Au départ, c'était Amnesty International. Et finalement, j'ai atterri à la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, où j'ai fait mes écoles avec les professeurs Denis Segui et Bleu Martin. Donc jamais, je n'ai milité dans aucun parti politique. Je prends quiconque à défi. Ça ne m'intéresse pas. Militer dans un parti politique, ce n'est pas seulement avoir une carte qui prouve, qui atteste que vous êtes militant de ce parti. C'est peut-être aussi emboucher la même trompette que les hommes politiques, avoir le même discours, les mêmes éléments de langage. Est-ce que vous savez, vous réalisez que beaucoup d'Ivoiriens vous identifient comme un homme politique? Ah non, depuis que j'ai défendu le président Laurent Gbagbo, je le comprends aisément. Parce que j'ai osé. J'ai osé simplement parce qu'en 2010, mon pays a traversé une crise des plus farouches. J'étais l'un des tout premiers intellectuels à démontrer que l'ONU s'était trompée sur la crise ivoirienne. Et après, j'ai pris cette posture-là dans la télévision ivoirienne et partout. Donc c'est une posture qui vous envoie sur le terrain de la politique. Il faut admettre que vous êtes un homme politique. Ah non, du tout. Les droits de l'homme sont une matière politique. En fait, commençons par là d'abord. Parce que les droits de l'homme, c'est quoi? C'est un ensemble de règles et de droits que me confère ma nature d'être humain. On est bien d'accord. Et quand j'ai un dirigeant en face de moi qui ne respecte pas mes droits, je suis obligé de le critiquer. Pourquoi? Parce que dans les principes, c'est l'État qui doit faire respecter les droits des citoyens. Prenez la Constitution qu'a fait voter le président Ouattara, celle du 8 novembre 2016. Vous allez remarquer que les droits de l'homme sont en post-position. Et à partir de là, quand je vois qu'il existe encore dans mon pays des gens qui ne sont pas scolarisés, des enfants qui ne sont pas scolarisés, quand je vois qu'il y a des villages qui n'ont pas d'eau potable, quand je vois qu'il n'y a pas encore d'électricité et qu'on a le délestage, et vous voyez, quand je vais commencer à critiquer, on va dire, mais il prend des postures politiques parce que les questions des droits de l'homme, c'est éminemment des questions politiques. Sauf que les opposants, ça les arrange en fait. Mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. On est bien d'accord. Voilà. Quand vous dites que ce sont des questions éminemment politiques, bien sûr, on est bien d'accord que les questions éminemment politiques sont gérées par des partis politiques. Pas forcément. Justement, c'est là l'erreur que nous faisons. Non, c'est pas une erreur. Non, les gens pensent que la cité, nous devons l'abandonner à des gens qui n'ont jamais fait même d'école politique. Ils se lèvent là, ils créent un parti politique, ils sont tous politiciens. Et nous, on est journalistes, on est enseignants d'université, on est professeurs de lycée. On dit non, c'est pas notre matière. Mais le politique, là, il fait quoi? Il gère notre cité, il utilise notre argent. Si nous étions suffisamment aguerris, les politiciens allaient se méfier. En Europe, M. Macron ne peut pas faire n'importe quoi, parce que tous les Français connaissent leurs droits. Aux États-Unis, c'est pire. Donc, mon rôle, quand j'ai créé les structures des droits de l'homme, c'est d'amener chaque Ivoirien à connaître ses droits. Récemment, je disais à Yamoussoukro, où le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, nationale nous a invités, je disais à tous les chefs traditionnels qui étaient là, je dis, mais pourquoi quand on vous met de l'eau dans un village, vous faites la fête de l'eau? Pourquoi quand on vous envoie l'électricité, vous faites la fête de l'électricité? C'est le travail de celui qui nous dirige. Donc, pourquoi fêter? Vous voyez, quand je vous dis ça, vous êtes abasourdi, mais c'est ça les droits de l'homme. Non, pas du tout. Merci. Non, pas du tout. Merci. Alors, en tout cas, dans une certaine opinion, en Côte d'Ivoire, on vous identifie comme un homme politique. Oui. Non, mais je le comprends parce que j'ai défendu... Absolument. Mais justement, moi, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi vous ne créez pas soit un parti politique? Pourquoi vous ne décidez pas de rejoindre officiellement un parti politique? En ce moment-là, vous aurez toute la légitimité pour aborder toutes ces questions. Il n'y aura pas de mélange de gens, parce que dans la tête de beaucoup, il y a un mélange de gens. Mais non, il faut que les gens sachent que la cité nous appartient tous. Le pays nous appartient tous. Ceux qui dirigent, c'est nous qui les choisissons, c'est nous qui les élisons. À partir de là, nous sommes des contrôleurs de ceux qui nous dirigent. Mais les organisations qui ont vocation à critiquer et souhaiter gérer la cité, ce sont les partis politiques. Ah non, les organisations de défense des droits de l'homme surveillent. Quand vous prenez les droits de l'homme. Vous voyez, j'ai fait quand même 30 ans dans le domaine et j'ai eu le nœud creux de créer la FIDOP, Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Je vous explique simplement. Dites-nous. Ce sont les politiciens qui sont les plus grands violateurs des droits de l'homme dans nos États. Lorsqu'ils ils sont contents. D'abord, le pays est tranquille. Dès qu'ils sont en crise, tout le pays est paralysé. Et moi, j'estime que si nous voulons protéger les droits de l'homme dans un État de droit, essayons de former, d'éduquer, de conseiller nos hommes politiques. Parce que ce sont eux les problèmes. Bientôt, on va avoir des élections en 2025. Sachez que la petite quiétude que nous avons aujourd'hui, elle va commencer à être embrouillée à cause d'eux. Donc, quelque part, moi, j'estime que je refuse que nous laissions notre pays, notre destin, entre les seuls hommes politiques. Il faut qu'on s'implique. En ce moment-là, vous allez voir qu'ils vont faire attention. Mais si vous dites non, c'est une question politique, moi je suis société civile, donc je n'ai pas le droit. D'ailleurs,
on va tous fouiller pour savoir même depuis quand, quel est ce politicien-là, quel est son rapport avec la question des droits de l'homme. Est-ce qu'ils savent même ce que c'est que diriger un pays, c'est respecter les droits de l'homme? D'accord, je vais vous poser une question que beaucoup d'Ivoiriens se posent. Est-ce que les organisations de la société civile en Côte d'Ivoire sont crédibles? Ah oui, Selon vous? elles le sont, mais ça dépend. Parce que pour beaucoup, on les assimile à des antichambres ou à des appendices des partis politiques. Non, cela dépend. Vous savez, l'histoire de notre pays est récente. Hein. Voilà. Quand on crée j'ai aussi quelques organisations de défense des droits de l'homme dans notre pays. La toute première, c'est la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Elle a été créée par qui? Elle a été créée par des universitaires qui plus tard deviendront des militants dans des partis politiques. Le professeur Vaudier, il fait partie de ceux qui ont créé, par exemple, la LIDO. En effet. Alors, vous prenez, par exemple, le professeur Kokora, qui a été ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, mais il est un des membres fondateurs du FPI. Vous voyez, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, quand Houphouët, à l'époque, il disait qu'il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de partis politiques d'opposition, les universitaires qui voulaient être un contre-pouvoir ont créé cette structure-là. Mais après, vous allez voir le MIDH, le Mouvement ivoirien des droits humains. Il a été créé par qui? Par le ministre Balo, qui est aujourd'hui au gouvernement de Ouattara. Parce que, et c'était lui, à l'époque, qui avait signé le certificat de nationalité du président Ouattara. Vous voyez, quelque part, il a été combattu. Mais donc, les organisations de défense des droits de l'homme, on les assimile à tort ou à raison à des partis politiques, mais tout va dépendre des hommes. Moi, je suis un jeune cadre de mon pays, je milite pour les droits de l'homme. Quiconque viole les droits de l'homme me trouve sur son chemin. Et c'est tout. Vous êtes à l'initiative de beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme et d'autres organisations de la société civile. Si on devrait faire le bilan aujourd'hui face aux Ivoiriens, si vous devriez dresser le bilan des organisations de la société civile de façon générale et les organisations que vous avez initiées, créées et dirigées, ce serait quoi ce bilan en quelques mots? En quelques mots, on dira que nous avons apporté notre contribution, mais énorme, à l'avancée de la démocratie. Comment? Quelle avancée? L'avancée en ce sens que chaque fois, par nos interpellations, les dirigeants font attention à la question des droits de l'homme. À l'époque, avant que nous ayons la grave crise de 2002, avec la rébellion et tout, le président Laurent Gbagbo était président dans ce pays. Je prends tous les Ivoiriens à témoin. On me recevait sur la RDI et je critiquais sa gouvernance. Parce qu'à l'époque, il y avait des bavures policières. Hein. On tirait sur un Baka, sur un Woro. Et moi, je faisais ce travail-là. À un moment donné, le pays a été coupé en deux. J'étais dans la zone gouvernementale plutôt que dans la zone de la rébellion. Mais je critiquais le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a une partie qui est gouvernée, cher monsieur, respectez les principes de la... À moins que vous soyez vous aussi dans l'illégalité. Donc moi, partout où il y a l'état de droit, on défend les droits de l'homme. Et ça, on l'a réussi. À l'APDH, parce qu'après la LIDO, où j'ai fait quand même 10 ans, depuis Bouaké, j'ai quand même dirigé l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Et à l'APDH, on a fait une distinction, en tout cas quelque chose de spécial. On a estimé que les droits de l'homme, c'est vrai, sont contre l'État, mais on peut défendre aussi les fondamentaux de la République, notamment la Constitution. Parce qu'il y avait la rébellion qui a attaqué la République. Et les organisations de défense des droits de l'homme faisaient la mi-temps, c'est-à-dire qu'à équidistance entre la zone gouvernementale et la rébellion. Pour moi, il y a des principes. Une rébellion, elle est anti-constitution, elle est illégale. Donc, peu importe les raisons qui lui ont donné naissance, je dois combattre là. Donc, on a fait cela avec la PDH. Et puis après, j'ai estimé que le meilleur créneau, c'était de créer une structure qui surveille les hommes politiques et en même temps qui préserve les droits de l'homme. Ça, je l'ai réussi, mais parce que j'ai fait aussi un peu le tour du monde, enfin, en Europe et aux États-Unis. Voilà, et donc ça m'a beaucoup inspiré, surtout en revenant des États-Unis. Boga Sako, de juin 2011 à juillet 2021, vous êtes en exil à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes de retour dans votre pays. Dans l'une de vos interventions de retour au pays, vous disiez « Ce que l'exil m'a permis d'apprendre, c'est la remise en cause ». Ça veut dire que vous êtes remis en cause. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette remise en cause? D'abord, j'ai fait ma part de mea culpa. Parce que l'exil, c'est terrible. Moi, j'en ai voulu, en tout cas à fond, à M. Ouattara et à son pouvoir, parce que j'ai estimé qu'au regard des conditions dans lesquelles il est advenu au pouvoir, il avait tout à gagner en ouvrant les bras à tous les fils du pays qui avaient été menacés, qui avaient fui. À juste titre, moi j'ai été réfugié politique. Le gouvernement, à cette époque-là, estimait avoir ouvert les bras, justement, mais les exilés refusaient de revenir. Ah non, est-ce que vous répondez à cela? Mais c'est qu'on n'était pas rassurés. Parce qu'en même temps que certains revenaient, on les mettait en prison. Il y a plusieurs exemples comme cela. On n'a pas assez de temps pour rentrer dans les détails. Donc, on n'était pas rassurés. Et en même temps aussi,
Il y avait une sorte de chasse aux sorcières. Donc, de l'extérieur, on pouvait être à l'aise pour pouvoir dénoncer. Quand je fais ce mea culpa, j'estime quand même que, regardez, quand la crise commence et que je suis sur les plateaux de télé et que je défends les institutions de la République, ça a galvanisé certains Ivoiriens qui y ont cru. Parmi eux, il y en a qui sont morts. D'accord? De ceux qui ont cru à nos positions. Et c'est que je faisais... Donc vous regrettez cela? Non, ce n'était pas de la propagande, mais c'était une explication sur la base des institutions et tout cela. Mais vous savez, et puis on va continuer. En étant à l'extérieur, quand je vois la façon dont M. Ouattara nous traque, nous poursuit, on gèle les avoirs et tout cela, je continue à le dénoncer. Mais en le faisant, ma patrie, là, je la salis aussi. Et quand, 10 ans après, on a gagné le combat. Je dis on a gagné parce que M. Laurent Gbagbo n'a pas été condamné. Il a été acquitté, on a eu raison. Mais quand on revient, on se dit que ce pays aurait pu faire un bond. Donc ma part de responsabilité, ma part de mea culpa, je la fais. Et c'est pour cela que je demande à tous les leaders, notamment aux 3, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de responsabilité dans ce qui s'est passé dans ce pays. Et s'il y a quelqu'un qui doit pouvoir demander pardon à la patrie, c'est d'abord vous 3. Pourquoi? Parce que c'est pour vous 3 que les gens meurent dans ce pays depuis 30 ans. Vos querelles fratricides, en tant qu'héritier d'Oufouette, c'est pour ça que nous mourrons. Donc à un moment donné, si vous êtes prêts pour la paix, dites un mot de pardon à la République. Il y en a qui disent, bon, ils ne demanderont jamais pardon, mais ça, c'est leur responsabilité. Moi, j'estime que quand on est leader, quand on est chef d'État, président de la République, on a une responsabilité quand il y a des crises. Mais allant dans ce raisonnement, peut-être que vous aussi, vous devez demander pardon. Mais je l'ai fait. Quand M. Kakabe m'a reçu, j'ai dit, je demande pardon à la République. Même pas à M. Ouattara, mais à la République. Parce que quelque part aussi, il y a eu une crise, il y a eu une guerre, de part et d'autre. Les responsabilités sont partagées. Si on veut aller à la paix, il faut que chacun fasse sa part. Mais l'ayant fait, je continue maintenant, je suis dans ma posture pour pouvoir défendre mon pays. Parce que moi, et ça je vous le dis, cher ami M. Ali Diarra-Souba, je peux aimer un leader politique, mais pas plus que mon pays. Je suis désolé. Et ça, c'est le message que je veux envoyer à la jeunesse. D'accord. Alors, quand on dit Boga Sako Gervais, on pense tout de suite défenseur de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo revient au pays après la longue expérience judiciaire qu'il a connue, à La Haye notamment. Vous dites, à son retour, le retour du président Laurent Gbagbo, pour nous, c'était le summum de l'espoir. J'étais convaincu que rentré au pays, le président Gbagbo nous aiderait à réconcilier toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens et permettre au pays de regarder l'avenir. Hélas, le 17 juin 2021, précisément à 16h25, lorsque son avion a atterri, nos espoirs se sont envolés. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que vous, défenseur du président Laurent Gbagbo, vous vous retrouviez à faire une telle sortie? D'abord, l'exil nous a coûté 10 ans. Mais je suis militant des droits de l'homme depuis 1994. C'est cela. Donc ça va faire bientôt 30 ans. Donc Dr Boga ne peut pas être le défenseur que du président Laurent Gbagbo. J'ai défendu des Ivoiriens ici. J'ai défendu les droits de l'homme. Et je continuerai toujours à le faire. Sauf que, regardez ceci. Quand on passe 10 ans en exil, nous, on prend le problème à la racine. Hein. On estime que la Côte d'Ivoire pouvait être mieux dirigée, pouvait être mieux gouvernée, si on tenait compte de tous les principes des droits de l'homme, si on changeait la commission électorale indépendante, si on mettait tout à plat, et que le meilleur candidat, bien élu par les Ivoiriens, dirigeait la Côte d'Ivoire. C'était ça, notre rêve. Et on a défendu quelqu'un. Et moi, j'estime que quand on arrive au pays, il avait maintenant la position de voir, par exemple, avec le président Henri Konan Bédié, qui est de l'opposition, comme lui, et puis ensemble, ils allaient se concerter, rencontrer le chef de l'État pour dire, bon, on s'est battu, maintenant ça suffit, mettons en place les canevas pour qu'on aille de l'avant. Mais dès que le président a atterri, on a dévié, on a laissé les problèmes fondamentaux de la République, de notre combat en fait. On a laissé ça pour parler d'autres choses. Et ça, moi, je ne peux pas avoir passé 10 ans de ma vie, de ma carrière. Et puis, au moment où on va maintenant faire face, on est rentré au pays, M. Ouattara est au pays. C'est-à-dire, on l'a critiqué à l'extérieur. Maintenant, Dieu merci, il a accepté que nos droits de retourner dans notre pays soient respectés. On vient, on le trouve. Maintenant, il faut lui parler pour dire, bon, il y a des prisonniers. Est-ce qu'on ne peut pas tourner la page pour aller de l'avant? Non. Depuis pratiquement 3 mois, 4 mois, on est dans d'autres guéguerres. Des guéguerres internes à son parti politique, à sa famille et tout ça. Moi, je suis pas... Non. Vous êtes déçu? Oui, profondément, je suis déçu. Ça, je le dis parce que je pensais mieux. Regardez, vous pensiez à quoi, notamment? Je pensais au retour de tous les exilés. Par exemple, aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé est encore hors de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi. Les deux ont comparu. Les deux ont été acquittés.
Et personne... Et puis on dit, bon, peut-être qu'on a fait une motion au cours du congrès du PPA pour en parler, mais ce n'est pas assez. Moi, j'estime que le leader, c'est lui qui porte. Pourquoi? Et d'un point de vue juridique, je ne comprends pas. C'est pour ça que j'ai écrit au nom de la structure, la FIDOP, au président de la Cour pénale internationale, pour dire que c'est de sa responsabilité que M. Charles Blé Goudé rentre dans ce pays. Et puis, autre chose, de vous à moi, avec ce qu'on a connu dans ce pays-là, est-ce qu'on peut avoir une quiétude, une sérénité, tant que M. Guillaume Soro est à l'extérieur? C'est-à-dire, les leaders, là, avant qu'ils ne partent, le pays que vous faites nous a laissé là, ils doivent au moins nous le rendre pour les générations à venir. C'est ça les problèmes de fond. Parce que nous, on va se battre la cherté de la vie. Un matin, quand ils sont candidats, tout est à plat. Vous savez, la dernière élection de 2020, ce qu'on a connu, près d'une centaine ou une 200 de morts encore. Et 2025, c'est pour ça que la société civile, aujourd'hui, là, nous décidons de nous impliquer à notre façon. Là, aujourd'hui, il y a ma consoeur Pichéric Balé qui a fait une activité, etc. Moi, on était à Yamoussoukro à soutenir. Parce qu'on veut, cette fois-ci, s'impliquer pour que ce pays recouvre une paix sereine. Laurent Gbagbo a décidé de laisser le FPI aux mains de Pascal Affi-N'Guessan. Il a créé son nouveau parti politique sur fond de positions qu'on lui connaît. C'est des positions historiques, souverainistes, panafricanistes. Quel commentaire faites-vous? J'étais le 9 août 2021 dernier invité en tant que vice-président de EDS au Palais de la Culture, où l'annonce a été faite. Je suis resté un peu sur ma faim. Parce que dans mon schéma, les gens ne veulent pas qu'on pense. C'est-à-dire que, je le dis, je fais une petite parenthèse. C'est-à-dire que quand Laurent Gbagbo a pensé, personne d'autre ne doit penser. Ah, je suis universitaire. Je suis intellectuel. Même mon père, il parle. Je peux avoir la latitude de dire à mon père, ce que tu as dit, je comprends, mais non, chez eux, il y a Dieu sur terre. Non, je refuse. J'aurais préféré qu'il trouve un minimum d'entente avec M. Affi-N'Guessan. On m'a dit non, mais docteur Boga, tu fais une mauvaise lecture. Affi-N'Guessan, c'était le diable, etc. Simone aussi est diablesse. Blé Goudé aussi. Bon, finalement, vous avez clairement pris fait et cause pour Simone Gbagbo? Je l'admire. Et j'ai de la compassion. Parce qu'en exil, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas digne. Et les gens qui ont fait ça, qui l'ont insulté jusqu'à dans son intimité, ce sont des gens du FPI. Et le FPI de Gbagbo, là, ils les connaissent. Et parce que je l'ai défendu, ils m'ont même attaqué, racontant des balivernes. Vous savez, cher ami, on peut faire de la politique, mais il faut avoir un peu de décence. Cette dame-là, c'est une université, c'est une grande dame. Je dis souvent aux gens, je le répète encore sur votre plateau, si vous me permettez, je dis en Afrique, vous pouvez citer des grandes dames politiques de cette carrure-là. Vous n'allez pas trouver 2 ou 300... Vous êtes resté proche d'elle. C'est quoi son état d'esprit aujourd'hui, Simone Gbagbo? Mais ce n'est pas que je sois resté proche ou loin, non. En fait, les Gbagbo, je ne suis pas proche d'eux. Mais quand j'ai vu cela, j'ai dit non, je ne peux pas l'accepter. Moi, je veux être un homme juste. Je ne peux pas accepter que... Attendez, souvent quand on parle de ça, on dit « Oui, mais est-ce qu'il n'est pas libre de divorcer ?» On ne parle pas de divorce, ne descendez pas si bas. Là, on parle de respect de la dignité d'une femme. Une femme de valeur. C'est de cela qu'il s'agit. Mais qui n'a jamais divorcé? Moi, j'ai divorcé. Où est le problème? Mais non. Et il y a pire. Et je profitais aujourd'hui pour dire aux gens, quand je parle du 17 juin, à l'arrivée du président, vous savez, quand on a été ancien chef d'État, on a incarné la Constitution, donc on connaît la loi. Où voulez-vous en venir? Je veux en venir au fait que, légalement, vous êtes encore marié. Légalement, il l'est encore. Donc, avant de présenter une autre femme, on fait attention. Parce que les jeunes nous regardent. Dans ce pays, il n'y a pas de polygamie. Et moi, ça me gêne tout ça. Et quand vous parlez comme ça, on dit non, il a insulté Laurent Gbagbo. Je n'ai pas appris à insulter. Moi, je n'insulte pas les aînés. Mais je veux que les choses soient selon la loi. Parce que vous savez, quand tu es défenseur des droits de l'homme, tu t'appuies beaucoup sur la loi. Et celui qui a incarné la Constitution, qui a été le président de notre pays, c'est un modèle. Parlant de Simone Gbagbo, est-ce que vous l'encouragerez à créer sa propre formation politique pour occuper les premiers plans sur la scène politique? Non, mais ça dépend d'elle. Moi, je pense que voilà, chacun est libre. Moi, j'analyse la vie sociopolitique de mon pays. Récemment, nous avons sorti une déclaration dans laquelle on a salué le rapprochement un peu des partis politiques. Lorsqu'on voit que le PPACI a invité le RHDP, M. Bictogo a donné l'un des discours les plus applaudis du congrès de M. Laurent Gbagbo, et que je vois récemment encore M. Affi-N'Guessan l'a invité. La politique, c'est cela. C'est du fair play. On ne s'entretue pas, c'est-à-dire c'est un jeu, si vous voulez, de conquérir des gentlemen.
Voilà. C'est en Afrique seulement où on sort les couteaux, les machettes, les armes et tout ça. Et ça, nous, on n'en veut pas. En tant que militant des droits de l'homme, je dis, faites la politique, mais faites de la politique saine. Aussi longtemps que vous allez utiliser les armes, machettes ou des armes à feu dans la politique, vous allez nous trouver sur notre chemin, sur votre chemin. Parce que finalement, qui paye les pots cassés? Qui paye les pots cassés? C'est la pauvre population. Alors, vous savez, moi, je refuse d'être otage de la classe politique. Je suis revenu d'exil pour jouer ma part dans la réconciliation de mon pays, parce que je sais que quand cette génération va passer, on a une autre génération qui va arriver à la tête de ce pays. Boga Sako Gervais, vous avez repris vos fonctions d'enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Est-ce que vous y voyez, vous y percevez un signe de décrispation, un signe d'avantage de l'exécutif ivoirien? Deux observations. Dites-nous. La première, c'est qu'un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, sa vie, son contrat avec l'État ne dépend pas d'un chef d'État. Vous savez, souvent les gens disent, oui, il allait négocier, etc. Négocier parce qu'ils sont au pouvoir. Par exemple, tant que M. Ouattara n'avait pas voulu, on était encore en exil. Et pourtant, on a le droit de revenir chez nous. Donc, il faut que les gens... Donc, c'est un signe de décrispation. Mais cela va sans dire. Donc, souvent, il faut que les gens comprennent que... C'est ça aussi faire la politique. Quand M. Laurent Gbagbo s'est déplacé, il va au palais présidentiel. Et que dans un discours, à la fin, il dit au président Ouattara, j'attends que vous libériez les prisonniers parce que moi-même... C'est ça, c'est de la politique, ça. Donc il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, on peut avoir des postures. Ça a valu 10 ans. Maintenant que le président Laurent Gbagbo a été libéré et qu'il est rentré au pays, s'il vous plaît, tournons un peu la page et allons de l'avant. On ne va pas passer toute notre vie à nous faire de la guerre. Et moi, je suis dans cette posture-là. Moi, j'estime que oui. Aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin, et par vous, je vais faire une révélation à tous les Ivoiriens. Dites-nous. J'ai été réintégré à la fonction publique depuis le 29 novembre 2018. C'est-à-dire que les gens, ils jasent. La vérité est qu'à un moment donné, le chef de l'État Ouattara et son gouvernement ont pris des dispositions pour que tous les fonctionnaires qui étaient sortis du pays soient réintégrés. Et sur la liste où j'ai été réintégré, il y a le Premier ministre Akengbo, il y a Michel Gbagbo, etc., etc. Il y a 22 personnes. J'ai eu même la liste en main. Donc, à la vérité, on n'a pas mendié notre réintégration, c'est de droit. Sauf que, si vous voulez, puisqu'ils sont au pouvoir, vous les avez combattus. Nous les avons combattus. Nous les avons traités de tous les noms. Dès l'instant où, aujourd'hui, Dieu merci, chacun de nous a fait un peu la mesure de ses forces et qu'on est revenu à la case départ, ayant du respect pour ceux qui sont là. D'ailleurs, je veux dire, et je vais terminer par là, le troisième mandat, je l'ai combattu. Et ça fait qu'aujourd'hui, dès que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis placé sous contrôle judiciaire. J'ai été interrogé par la juge pour les propos que j'ai tenus, pour mes prises de position en 2020, dans le contexte de la crise. Vous comprenez? Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience que ce pays-là, il ne va pas s'enliser parce que des hommes politiques voudraient le bloquer. Donc moi, je voudrais vraiment dire cela aux gens. Et qu'on prend des postures à un moment donné, mais à un autre moment aussi, dès l'instant où vous avez vu que vous avez atteint le Rubicon, il faut qu'on passe à autre chose. La dernière élection a entraîné la décapitation d'un jeune homme avec la tête de qui on a joué au foot. Ce n'est pas digne de notre pays. Et ça doit nous donner des leçons. On est bien d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre développement de Charles Blé Goudé, mais il y a un autre acteur politique dont vous avez en partage la génération, c'est Guillaume Soro. Quels sont vos rapports avec lui? Une certaine opinion vous avez accusé de flirter avec lui, de vous rapprocher de lui au détriment de Laurent Gbagbo, à l'époque, enfin à quelques encablures de la présidentielle de 2020. C'est-à-dire Comment vous réagissez? Sans réserve? Non, sans réserve. D'abord, j'apprécie. Ça veut dire que mes faits et gestes sont scrutés, peut-être. Oui, mais c'est bien, hein, souvent, cher ami. Ça veut dire quand même que vous devenez important aussi dans l'esprit des gens. Expliquez-nous. En fait, en exil... Est-ce que vous êtes en mission pour Guillaume Soro? Mais je ne suis même pas proche de lui. Je ne suis pas proche de Guillaume Soro. Et à Paris, je disais, au fond, qui m'a envoyé en exil? C'est Guillaume Soro et M. Ouattara, puisque c'était ensemble. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès l'instant où M. Bédier quitte le RHDP, dès l'instant où M. Guillaume Soro quitte le RHDP, ils nous rejoignent en fait dans l'opposition, puisque ça fait 10 ans que nous nous battions seuls. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? On a été peut-être un peu plus intelligents. On a estimé que pour être plus fort face à M. Ouattara qui a tout pouvoir, il est bon peut-être qu'on ouvre les bras à M. Bédier. M. Bédier a été reçu à Bruxelles. Moi, j'ai dit, si on reçoit Bédier à Bruxelles,
Guillaume Soro va avec, parce que Bédi a dit à tout le monde que Guillaume Soro était son poulain, en quelque sorte. Son fils. Donc, ce qui s'est passé, et que les gens ont dit cela, à Paris, M. Guillaume Soro faisait une conférence de presse, et comme finalement l'opposition était un peu regroupée, j'ai été mandaté pour représenter EDS à sa conférence de presse. Lorsque M. Guillaume Soro m'a aperçu, il m'a reconnu tout de suite, il était tout heureux, et on a eu un tête-à-tête là, il a souhaité que nous nous revoyions. Je parle des 17 et 18 septembre 2020. Ça a été difficile pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est, si vous voulez, cette entre-griffe, le bourreau qui veut me rencontrer, c'est pour lui que je suis en exil. Ce sont ces troupes qui m'ont menacé à l'époque et tout cela. Mais je suis allé rencontrer Guillaume Soro. On a fait 4 heures d'entretien avec la ministre Afoussiata Bamba Lamine et mon ami Abel Naki. Un entretien à bâton rompu, on a échangé sur la Côte d'Ivoire et tout cela. Il a aussi des regrets, mais aussi il a sa vision pour la Côte d'Ivoire de demain. Mais c'était notre dernier entretien. Mais au moment où je finissais l'entretien, comme je finis avec vous, sur les réseaux sociaux, les images étaient déjà parties, etc. Mais pourquoi les gens ont cette facilité-là? Ils n'analysent pas. Moi, je pense que finalement, on est nombreux à crier, mais il y a très peu qui ont le sens de l'analyse et de la retenue. Les gens accusent à tort. Vendus, achetés, tais-toi et mange, et tout ça, je les regarde. Comme ils sont faciles à être achetés, ils pensent qu'on achète n'importe qui, n'importe comment. Quand je défendais le président Laurent Gbagbo, m'avait-il acheté? Pourtant, je lui ai sacrifié 10 ans de ma carrière. Ce n'est pas moi qui l'ai sorti de prison, mais j'ai parcouru l'Europe et les États-Unis, de conférence en conférence, de plateau de télé en plateau de télé, pour le défendre. J'arrive ici, je dis ma mission est terminée, parce que maintenant, il va créer un nouveau parti politique. Je ne suis pas un politicien, je reviens en tant que société civile. Et les gens jasent. Les gens jasent pour rien. Donc, je veux vous rassurer, cher ami, moi, Guillaume Soro, j'estime qu'il a occupé de hautes fonctions, peu importe la manière avec laquelle... Bon, si on veut se réconcilier, on se réconcilie. Maintenant, si on veut faire la guerre aussi, on l'a fait. Mais on a passé tout le temps là, on n'a pas vu l'hyper-vainqueur de cette guerre-là. Si ce ne sont que des milliers de morts de nos compatriotes. Donc, à un moment donné, mettons bas la terre. Donc, moi, je plaiderais vivement que si on veut vraiment se réconcilier ici, le cas Blé Goudé est plus facile parce qu'il ne lui reste qu'un passeport. Mais même le cas Guillaume Soro, il faut qu'on en parle. Et puis, si on pense qu'on veut tourner la page, passer à autre chose, maintenant, on peut ne pas être rassuré à 100%, mais Guillaume Soro n'est pas un extraterrestre. M. Ouattara le connaît mieux que moi. D'accord. Alors, si vous devriez faire un diagnostic de toutes les causes qui ont créé tous ces problèmes à la Côte d'Ivoire ces 30 dernières années, ce seraient lesquelles? Je dirais ce serait le manque de tolérance et puis l'extrémisme, le jusqu'au-boutisme de nos 3 grands leaders. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su organiser un jeu électoral propre et sain. Si bien que le meilleur parmi les 3 aurait pu gagner tranquillement, etc. On a pipé les jeux électoraux, on s'est fait la guerre à mort. Et ça, on a tous payé le prix. C'est pour cela qu'il s'est sur ces temps-ci, une loi des 75 ans et tout cela. Il faut y réfléchir à fond. Parce que Quel est votre avis sur cette question? Non, mais je ne vais pas vous donner l'occasion. Non, c'est une question qui était prévue de toutes les façons. On en est arrivé, maintenant, puisque vous en parlez, on prend le raccourci. Je le dis, mais ça me permet... Vous êtes favorable ou pas à cette loi? Non, personnellement... Qui ramènerait dans la Constitution la limitation d'âge à 75 ans? Je vais vous dire ceci. D'abord, c'est un faux débat. Parce que ce débat a été bouclé depuis la Constitution de 2000. La Constitution du 1er août 2000 avait déjà bouclé cette question. On est bien d'accord, mais la Constitution de novembre 2016 a levé la limitation. Donc, quand on veut remettre, pourquoi on fait un débat? Puisque ça existait déjà. Et même cette Constitution du 8 novembre, nous l'avons combattue. Quel est votre point de vue sur cette question? Mon point de vue, c'est qu'on vote les lois en fonction des difficultés que nous rencontrons. On a fait le constat selon lequel, en 30 ans, notre pays aurait pu faire un bond en avant. On a stagné parce que 3 grands leaders se sont fait des guerres fratricides dans lesquelles beaucoup de nôtres ont péri. Si en votant cette loi, on peut arriver à passer à autre chose, je ne voterai pas non. Mais ce que je demande au président Ouattara, c'est de ne pas confier cette charge-là seulement au Parlement. Je voudrais qu'on fasse un référendum. Parce qu'au nom de la paix, je ne voudrais pas que demain on dise que M. Ouattara a pris cette disposition-là parce qu'il voulait éliminer M. Bédié, il voulait éliminer M. Gbagbo. Mais il s'élimine lui aussi, hein? Tout à fait, mais les gens ne le voient pas comme cela, puisque je les entends là, en train de dire, voilà, c'est comme ça qu'ils commencent. Donc, pour couper la poire en deux, pour tranquilliser tout le monde, on met cela en référendum. Et M. Ouattara a le loisir de demander à ses partisans de voter oui,
Nous autres, chacun donnera ses consignes, et puis Pour vous, ce serait une bonne solution si on va au référendum, que le oui l'emporte, ce serait une bonne solution? Ah oui, parce qu'à un moment donné, si on ne peut pas organiser une élection pour qu'entre les trois, on choisisse un, peut-être que cette façon-là peut nous sauver aussi. Parce qu'on a besoin de vivre, hein. On ne va pas vivre toujours en fonction d'eux. Et puis ça nous cristallise. On dit oui, il y en a, j'entends là, il y en a qui disent oui, ça c'est pas démocratique et tout cela. Je vais leur dire que toutes les lois qu'on prend, elles sont discriminatoires. Si on dit qu'il faut être candidat à partir de 40 ans, on a éliminé celui qui a 35 ans. Donc, à un moment donné, arrêtons. D'ailleurs, même cette question, j'ai dit pour moi, elle est révolue parce que dans la constitution du 1er août 2000, la meilleure constitution de notre pays, où tous les partis politiques ont appelé à voter oui, 76% de taux de participation, 86% de oui. La question de 75 ans était déjà bouclée. La politique, c'est la constance. Vous ne pouvez pas changer de posture en fonction de vos intérêts. C'est être égoïste. Dernière question, avant que vous ne répondiez aux questions de nos internautes. Quelle est votre conception, vous, de la réconciliation nationale? Dans quel format vous voyez cette réconciliation? À Yamoussoukro, dans la conférence que j'ai prononcée à la faveur de la journée nationale de la paix, j'ai dit que le meilleur levier dans une république pour se réconcilier, c'est la loi. Dans une république, on ne demande pas à M. Ali Diarra-Souba d'aimer Dr Boga, etc. C'est la loi qui nous régit. Si M. Ali Diarra-Souba respecte la loi et que Dr Boga respecte la loi, on sera réconciliés. Et la loi devient le meilleur moyen de se réconcilier. Réconcilions-nous avec la loi, avec la Constitution, avec les lois de la République. Appliquons le respect des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des principes. Quand un policier abuse, à un moment donné, il faut qu'il y ait... Et c'est pour cela que j'aime bien, aujourd'hui, on entend de faire un peu le nettoyage dans les régies financières, dans les institutions de la République. Une République, c'est des principes, c'est des règles. Donc, la meilleure façon, j'attends que les trois aînés, les trois dirigeants, les trois grands leaders de notre pays, par qui, en 30 ans, notre pays a subi tout, qu'ils aient l'humilité et en même temps la grandeur de reconnaître que le peuple a trop souffert pour eux. Chacun d'eux en a tant donné, à un moment donné, qu'ils nous aident à passer à autre chose. Et la Côte d'Ivoire a besoin de passer à autre chose, parce que ce pays ne va pas se limiter à eux. Vous voyez, en 2025, si M. Ouattara dit qu'il est encore candidat, M. Gbagbo va dire qu'il est candidat. Si vous bloquez sa candidature, problème. M. Bédi a le droit d'être candidat. Et ça va faire encore problème. On va retomber dans la même chose. On est fatigué. Passons à autre chose. Très Donc bien. pour moi, la réconciliation, finalement, j'ai évoqué deux aspects, deux pistes. Celle des leaders qui doivent prendre conscience eux-mêmes de ce que ça fait beaucoup, on est fatigué. Et puis deuxièmement, la loi. Très bien. Boga Sako, vous allez à présent répondre aux questions de nos internautes. Première question. Nguessan Joséphine qui dit « Depuis votre exil, vous avez traité le président Ouattara de dictateur. Vous êtes revenu au bercail. Maintenant, est-il dictateur ou pas ?» Question cash. Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, le terme de dictateur, c'est selon. Vous voyez, quand dans un pays, la démocratie ne fonctionne pas bien, on décrit la CEI, rien ne change. On décrit, par exemple, la justice, rien ne change. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples prend une décision pour dire M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro doivent être remis sur la liste électorale, rien n'y fit, etc. Donc, vous voyez que quelque part, oui, on considère qu'on est bâillonné. Quand l'opposition manifeste, il y a des gens qui viennent les agresser, etc. Donc, c'est un ensemble de faits, d'accord? Mais, à la vérité, aujourd'hui, quand nous rentrons dans le pays, on participe. C'est-à-dire que M. Ouattara lui-même aussi, à un moment donné, a réalisé aussi quand même que c'était assez corsé. Il y a une certaine ouverture aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo, on a passé 10 ans. Même il avait été acquitté, mais il n'était pas encore rentré. Il a été acquitté depuis le 15 janvier 2019. Et il est resté à Bruxelles. Donc, quand le dirigeant, à un moment donné, pose des pas qui vont dans le sens de la réconciliation, il ne faut pas rester dans la posture de l'opposant guindé qui veut toujours... Non, moi, je pense qu'il y a eu un temps où on s'est affronté. D'ailleurs, nous, encore, c'était un bel affrontement. Il n'y avait pas de machette, il n'y avait pas d'armes. Ce n'était que des analyses, des réflexions. C'est ce que j'ai dit au passage à la juge. Je ne suis pas un activiste armé. J'ai mon intellect et j'ai mon verbe. C'est ce qu'on a fait. Deuxième question. Cette fois-ci, elle nous vient de Doucouré Mohamed. Dites-nous sans réserve, êtes-vous un militant des droits de l'homme ou un politicien ou les deux? Je suis un militant des droits de l'homme. Mais qui a milité aussi à EDS. Donc il a fait les deux. Mais EDS n'est pas un parti politique. C'est une coalition une plateforme, dans laquelle il y a des partis politiques. Mais un relent politique. Oui, mais je veux dire que non, moi je suis un militant des droits de l'homme, je le revendique et je le suis. Et puis j'estime que je prends des postures politiques. Parce qu'au fond, c'est la politique qui nous amène toutes les violations des droits de l'homme. En fait, mon discours, il est logique pour qui veut comprendre.
Sinon, je ne suis pas un homme politique. Mais je ne suis pas interdit de faire de la politique. Soyez patient. Absolument. Non, soyez patient. Il y a certains internautes qui sont en train de nous écrire, est-ce que vous manquez de courage, par exemple, non, pour aller sur la scène politique? Ah non, mais qu'il soit patient. Patient parce que vous avez une idée pour 2025, par exemple? Non. Ou les prochaines élections locales? Mon idée, c'est que tout l'appareil électoral soit nettoyé, soit au même niveau. À ce moment-là, vous vous présenterez. Et quiconque veut briguer la magistrature suprême de notre pays, le fasse. Mais tant que vous n'avez pas encore réglé toutes ces questions-là, le jeu électoral sera toujours pipé, il y aura toujours des morts. Et pour un militant des droits de l'homme, je refuse que pour une élection, on ait des morts dans mon pays. Mais sinon, j'ai le droit. Comme vous-même d'ailleurs. Absolument. Oui, bien sûr. On est bien d'accord. Donc, qu'il soit patient. D'accord, très bien. Alors, Dr Boga Sako nous demande d'être patient et on verra certainement sa candidature les années à venir. Zaïbo Martial nous dit concrètement quel combat avez-vous gagné dans votre lutte? Ah, les combats que nous avons gagnés? Oui. Par exemple, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Ça suffit? Très bien. Au pas de course, la dernière question d'internaute. Cette dernière question nous vient de Blandine Blackpack qui dit, en tant que militant engagé des droits de l'homme, que faites-vous pour les femmes et enfants victimes de viol? Ah oui, ça c'est une grosse préoccupation. Est-ce que c'est un créneau sur lequel vous travaillez? Oui, en fait, je profite de cette question pour dire qu'en fait, quand on dit militant des droits de l'homme, il y a plusieurs sections. Par exemple, vous avez des associations qui s'occupent des droits des femmes. Vous voyez, ça fait partie des droits de l'homme. Il y a des associations qui s'occupent des droits des enfants. Ça fait partie des droits de l'homme. Il y a des syndicats d'enseignants pour la révalorisation salariale. Ça fait partie des droits de l'homme. Il y a le syndicat des journalistes. Tout ça, c'est un ensemble. Donc, Dr Boga, à lui seul, ne peut pas embrasser tout. Sinon, ce serait mal étreindre. Donc, je fais un peu ma part dans mon domaine en apportant des contributions. Mais on forme une sorte de coalition et on se soutient. Et les médias nous aident. Parce que le militant des droits de l'homme, la dénonciation, c'est son créneau. On n'a pas d'armée. Je ne suis pas un dirigeant politique. Donc, je n'ai que mon verbe et surtout les médias pour interpeller, dire et dénoncer surtout. Merci infiniment d'être venu répondre à nos questions. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à nos questions sans réserve? Je suis Dr comme Boga ça. Sako. De nature, je ne triche pas. Et que les gens me pardonnent, mais la franchise, c'est ma nature. Donc, je peux aimer quelqu'un, mais si, à un moment donné, je sens que les principes et les règles sont violées, je suis désolé, je suis bien obligé de lui dire pas question. Merci beaucoup, Dr Boga Sako Gervais. Je rappelle que vous êtes aussi écrivain et vous avez 6 livres à votre actif. Le dernier en date est Qui est le président de la République, paru aux éditions Marie Bro Foundation Publishing. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. C'est moi. À bientôt. Merci beaucoup. Bravo à vous également. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain.